Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour cet épisode hors série, Jolane Lett, ex-CMO chez Atelier Particulier et aujourd'hui CMO part-time, vient au micro du podcast pour nous parler stratégie de marque. Mais d'une manière différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Car il n'est pas venu ici pour nous expliquer comment construire une plateforme de marque, qui va finir par prendre la poussière. Mais plutôt pour nous expliquer quelles sont les différentes façons d'investir sur sa marque pour en faire un levier de croissance surpuissant et surtout antifragile. On ne va pas parler de théorie, mais d'actions ultra concrètes et actionnables pour que la marque soit au service du marketing et du produit. Dans cette masterclass signée Jolane Lett, découvrez une vision du branding que l'on n'a pas l'habitude d'entendre. Les 3 avantages à créer une marque forte. Comment cultiver un mindset growth pour faire du branding un levier de croissance. Ce qu'est un brand asset et pourquoi c'est clé de le travailler dans un contexte marché difficile. Les best practices pour créer sa communauté et générer de la croissance grâce au community-led growth. Et le modèle space pour identifier les effets que la communauté peut avoir sur votre business. J'espère que cet épisode vous inspirera autant qu'il m'a inspiré. Bonne écoute. Salut Jolane, comment tu vas ? Salut Carlotta, ça va très très bien et toi ? Ça va très bien, je suis super contente de t'avoir au micro du podcast aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais aujourd'hui ? Pour commencer déjà, je te remercie pour l'invitation. C'est un plaisir de partager ce moment avec toi. Moi actuellement, je suis part-time CMO, ça fait 2 ans que j'ai pris cette fonction. Avant ça, j'étais CMO d'Atelier Particulier. Donc c'est une marque en ligne de mode et d'accessoires. Originaire de l'univers DNVB, donc Digital Native Vertical Brand, que j'ai eu la chance d'intégrer en fait en tant que premier salarié et donc de laquelle je suis resté 5 ans. Ça a été vraiment ma première grande expérience et très très belle expérience dans l'univers du marketing et du branding. Et actuellement, je travaille autant avec des marques B2C que B2B. J'ai décidé de faire ce move lorsque je me suis mis à mon compte en part-time, de m'ouvrir au B2B et je travaille essentiellement sur des missions longues. C'est-à-dire 80% des clients que j'accompagne, je les accompagne sur des missions d'un peu plus de 6 mois. Et pour 3 grandes thématiques, disons que je pense que les gens travaillent avec moi, ou en tout cas la proposition de valeur que j'essaie de mettre en avant quand je bosse avec eux, c'est de les accompagner sur 3 grands sujets. Le premier, c'est les thématiques brand tout grosses. Donc en fait, comment générer de la croissance tout en cultivant la marque. La seconde, c'est tout ce qui va toucher en fait à l'inbound, donc grosse inbound, la création de contenu et la croissance par ça. Et le troisième point, c'est un peu mon sujet de prédilection et celui que j'aime le plus, le community-led growth. Donc comment en fait cultiver pareil du business en s'appuyant sur la communauté. On va pouvoir parler de tout ça aujourd'hui. Ça va être très très cool. Je suis super contente parce que justement, tu es là aujourd'hui pour casser quand même des idées reçues et des croyances qu'on peut avoir autour du branding, mais aussi et surtout pour nous expliquer en quoi la mise en place d'une stratégie de marque, parce que finalement quand on parle de branding, on parle de stratégie de marque, comment est-ce que ça peut être un véritable accélérateur de croissance, comme tu l'as dit, sur l'ensemble du funnel marketing, que ce soit sur la phase d'acquisition, sur la phase de revenus, en passant par l'activation. On va pouvoir vraiment couvrir un spectre super large du branding. Et pour commencer, pour qu'on soit tous au courant des mêmes choses, avec le même niveau de connaissance, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est le branding ? Parce que je pense que c'est pas évident de comprendre la différence entre le branding, la marque, le marketing, le produit, comment est-ce que tout ça s'imbrique ? Quelles sont les différences et où sont les frontières où justement il y a un lien entre tout ça ? Alors en fait, moi, ma vision du branding, elle est assez simple. À mes yeux, le branding est au cœur de tout. C'est-à-dire qu'en fait, je ne le mets pas au même niveau que le produit, le marketing, etc. Je pars du principe que le branding est le point de départ et ensuite va permettre d'exprimer le marketing, d'exprimer le produit et c'est lui qui va faire le lien avec le marché, avec tes audiences, etc. Donc ça, c'est la vision que je porte. De manière un peu plus concrète, en fait, à mon sens, le branding, c'est l'expression fonctionnelle, émotionnelle et symbolique de tout ce qui va constituer ton business. Et plus précisément, en fait, c'est ce qui va permettre ensuite de développer le produit, l'expérience client, la communauté, ton marketing, la culture, etc. Et donc du coup, c'est vraiment le point de départ. Et si je devais partager en fait mon avis un peu plus précis sur ça, ça fait quelques années qu'on parle de grosse mindset. Et donc du coup, moi, c'est un truc qui me parlait pas mal, etc. Parce que j'ai travaillé en startup, mais j'ai essayé de cultiver cette manière-là pour le branding. Et du coup, c'est ce que j'appelle la brand vision. Alors, je suis pas sûr que ce soit un terme que j'ai inventé, mais que j'ai dû voir quelque part. Et en fait, c'est juste une manière de calquer le funnel marketing classique, mais dans lequel on va ajouter un prisme brand, donc c'est-à-dire avec des KPI spécifiques, qui vont permettre in fine de créer des assets brand et qui ont pour objectif de développer le marketing. Donc, le branding, c'est
au cœur de tout, au départ de chaque action. Et c'est en fil rouge, c'est ce qui permet en fait, un peu comme si tu joues au Lego, tu ajoutes des briques les unes par-dessus les autres, et tu gardes un fil rouge continu. C'est pas une action désolidarisée ou quelque chose que tu travailles en spot sur un temps très court et que tu abandonnes par la suite. Donc c'est vraiment, comme tu dis, la base, enfin l'ADN en fait d'une entreprise, d'un produit, c'est la manière dont tu vas le percevoir. Exactement. Et donc ce que tu dis, c'est qu'il y a pas, enfin, il y a pas un moment clé dans le développement d'une entreprise ou d'un produit s'y intéresser. En fait, c'est tout le temps du début à la fin. À aucun moment il faut se dire, c'est bon, on a posé notre vision, nos valeurs, tout ce qui constitue une plateforme de marque. On le met dans un placard et après on le ressort dans 5 ans. Ça, c'est pas ce qu'il faut faire du coup. J'aurais pas la prétention de dire que c'est pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est pas la vision que je porte. Déjà, une raison très simple, c'est que moi, quand je me suis initié à la thématique, que je l'ai découverte il y a un peu plus de 8 ans, en fait, moi, j'ai pas de compétences design particulières, pas de compétences techniques particulières. Par contre, de base, en fait, je suis quelqu'un de très passionné par l'univers des marques. Alors, de base, en tant que consommateur, mais ensuite, en tant qu'expert, ou enfin, dans l'univers du marketing. Et du coup, moi, ce qui m'importe, c'est d'essayer de développer du business tout en cultivant la marque. La notion de cultiver, elle est vachement importante. Et donc, en fait, pour répondre à cette question, c'est quelque chose qui est pas hyper simple pour moi, parce qu'en fait, les deux ne sont jamais dissociés. À mon sens, si tu veux développer ton business, générer de la croissance, aller vite, faire des choses stylées, etc., tu as besoin de cultiver ta marque. Et donc, tu as besoin d'avoir des actions qui sont liées avec ça. Par contre, ce serait mentir ou peut-être même un petit peu idiot de dire que on travaille son branding de la même manière à toutes les étapes de la vie de ton entreprise. En fait, quand tu es en pré-product market fit ou que tu commences à atteindre ton PMF, bon bah c'est certain que là ton branding, t'as pas les mêmes budgets, etc. T'as pas la même vision, t'as pas la même compréhension de ce que tu dois faire. Donc tu vas travailler sur des sujets qui sont plus simples et dans 80% du temps, en fait tu travailles soit ton personal branding parce que en tant que fondateur ou en tant que CEO, t'es un petit peu le premier vendeur et le premier client de ta boîte, et tu travailles aussi ton produit, donc qui est soit un MVP si c'est pas terminé, soit généralement t'as qu'un seul vrai beau produit, même en B2C t'as pas un milliard de produits que tu commences à travailler, et donc tu te concentres sur ça. Tes actions de branding, elles sont sur ça. Ensuite, quand tu commences à arriver dans un stade un peu plus de grosse, où tu commences à travailler ta croissance, ton branding, tu le travailles différemment. Tu le travailles par exemple sur un ensemble de produits. T'essayes de travailler tes gammes, t'essayes d'aller chercher de nouvelles niches, t'essayes d'aller au contraire toucher de nouvelles audiences. L'idée, c'est de diversifier ce que tu fais. Et dernière étape, quand tu rentres dans un scale très important, donc t'es une boîte mature, etc., là, tu changes de niveau, tu travailles toujours ton brand, tu continues à faire ce que tu faisais jusqu'à présent, mais là, maintenant, tu passes au niveau d'après où tu as une approche un peu plus globale. L'idée, c'est de repositionner ta marque. C'est de lui faire prendre de la hauteur sur son marché, ou au contraire de l'hyper spécialiser. Et donc, en fait, le branding est toujours lié à ce que tu fais en business, en tout cas dans la manière dont j'essaie de le travailler, la vision que j'en ai. Et c'est plus encore une fois par ajout. Tu rajoutes des briques à chaque fois parce que tu dois accompagner tes objectifs business d'enjeux branding que tu dois continuer à cultiver. En préparant l'interview, je me suis un peu posé des questions parce que quand on pense au branding, enfin en tout cas à l'investissement qu'on a quand on met en place des stratégies de l'investissement pour les marques, on pense souvent que ça sert uniquement ou surtout à la notoriété, que ça va forcément demander énormément de coûts de marketing publicitaire parce qu'on pense tout de suite à la télé, à la radio, à être sur les panneaux publicitaires dans le métro. Et souvent on se dit bah en fait le ROI, on n'arrive pas très bien à le calculer, à le maîtriser. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans le branding pour faire ce genre de choses quand, justement, on n'est pas une multinationale avec énormément de budget? Donc, est-ce que tu penses que tout le monde, chaque entreprise, quelle que soit sa taille, doit investir et mettre de l'argent pour promouvoir sa marque? Et est-ce que promouvoir sa marque, ça permet aussi directement de générer de la croissance? Je sais pas non plus ce que tu mets derrière le mot croissance, mais ça sera intéressant d'avoir ton avis là-dessus. C'est une question qui est hyper intéressante. D'ailleurs, pour te dire, quand je l'ai vu et que j'ai préparé, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir répondre sur ça. En fait, j'ai une vision qui est pas du tout objective du sujet. Pourquoi? Parce que du coup, moi, j'ai commencé chez Atelier Particulier dans une startup, des PME, on va dire, mais où qu'on prend en commun en fait des plus petites structures et que du coup ont des fortes croissances, mais qui ont des enjeux qui nécessitent de l'agilité, de la rapidité, de la rentabilité, etc. Et donc en fait, je suis pas du tout objectif sur ce point-là. Quand je pense branding, je pense pas du tout notoriété. Le premier mot qui me vient à la tête, c'est relation. À mon sens, le branding, son premier objectif, c'est de créer des relations. Donc, de créer des relations entre ta marque et ton marché. Et ton marché, donc, du coup, c'est ton ou tes audiences. Et donc, du coup, la question que moi, j'essaye de me poser à chaque fois, c'est pas est-ce que le branding est utile, etc. C'est plutôt comment
je vais créer des relations avec mon marché, ce qui est du coup aussi le rôle du marketing, et quel est le rôle du branding dans ça, et par quels moyens je vais le faire. Et donc, par exemple, quand j'accompagne différents clients, c'est un sujet qui est intéressant parce que lorsque moi j'essaye de vendre à mes clients le fait de travailler sur leur marque, etc., à aucun moment, moi, j'ai jamais voulu vendre, par exemple, des plateformes de marque, etc. Pas que c'est pas intéressant, mais que, en fait, en fonction du niveau de maturité de ta boîte, c'est un travail qui est bien à faire, mais tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde ne doit pas le faire au même moment, et t'as pas l'opportunité de le travailler tout le temps. Et donc moi, la vision que j'essaie de porter et de dire aux gens, c'est ton branding, en fait, tu le cultives comme on fait en grosse, donc avec de l'itération, tu testes des choses et tu essayes d'implémenter ce qui fonctionne au fil de temps. Et donc, pour refaire le lien avec ce que je disais par rapport à la croissance, en fait, quand tu te demandes par quels moyens tu vas créer des relations, eh ben, tu te poses la question, ok, est-ce que moi, en tant que, avec mon produit, mon identité, etc., le produit est cœur, et donc je veux créer des relations avec mon marché via mon produit, et bah du coup, ce qui s'exprime le plus, c'est une stratégie product-led grosse. Et c'est comme ça que tu fais le lien. Au contraire, moi, ce qui est cœur chez moi, c'est le content. Donc je suis content driven. Bon bah du coup, en fait, c'est une stratégie inbound grosse et tu intègres par touche et par action ton branding, des actions brand. Pareil, si au contraire tu dis que c'est communauté, hop, community-led grosse. Et je fonctionne de cette manière-là où en fait, j'essaye d'identifier avec la boîte leur identité, comment eux ils identifient leur relais de croissance. Et après, on ajoute une surcouche comme un très beau coup de peinture, des actions branding, et ça passe jamais en fait par un travail de plateforme, etc. C'est plutôt, je reprends ce travail-là et je vois comment j'essaie de l'exprimer et de le lier aux actions marketing. Donc en fait, ce qui permet d'être pas du tout théorique et dans l'action, et donc tu vois tout de suite les résultats de ce que tu veux mettre en place. Exactement. Je peux te donner un exemple, par exemple, si tu veux. Un Ouais, exemple carrément. ultra concret. À un moment, moi, je travaillais avec une boîte en B2B qui avait un gros sujet outbound, notamment en fait de faire de la prospection via LinkedIn. Et en fait, moi, les questions que j'ai essayé, parce que le branding, c'est beaucoup poser les bonnes questions pour trouver des réponses qui correspondent à ce dont tu as besoin et qui te mettent dans une bonne direction, parce que c'est un chemin qui peut être plus ou moins long en fonction de ce que tu veux faire. Et donc, dans ce cadre-là, la question que j'essaie de leur dire, c'est, OK, l'idée, c'est pas de faire de la outbound sur LinkedIn et tu vas pas dire, OK, je vais faire de la prospection pour essayer de closer des rendez-vous, même si ça reste ton objectif final, mais de se dire, OK, comment tu fais pour y ajouter quelque chose qui est en lien avec ton business et ta marque. Eux, ils créaient beaucoup de contenu en webinaire et ils avaient pour objectif ensuite de réunir les gens qui étaient sur leur webinaire, les mettre en format un peu communauté, donc quelque chose de structurant. Je leur dis, bah en fait, votre prospection, on va la changer. Vous allez plus essayer de closer des rendez-vous. Vous allez faire de la prospection pour faire du webinaire, pour ensuite rediriger vers votre communauté. Et l'objectif final, ce sera toujours de closer le rendez-vous après. Sauf qu'on rajoute des étapes qui sont plus orientées brand, avec des KPI brand, à mon sens, mais qui, du coup, ont l'avantage de cultiver les deux. Ils avaient un volume toujours conséquent de rendez-vous, sauf qu'au préalable, ils avaient des actions qui étaient un peu plus qualitatives et qui fait que les gens, ils les convertissaient mieux, etc., etc. Quand tu parles de KPI brand, justement, tu peux nous en dire plus sur ces KPI? C'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, la brand vision. Donc moi, j'ai dressé un schéma c'était peut-être il y a 12 ou 18 mois, où l'idée c'était de réussir à bien expliquer aux gens ce que je voyais par ajouter du brand dans ton funnel. Et donc en fait, j'ai fait un listing sur 3 grands leviers, donc l'acquisition, rétention et la partie monétisation, où en fait, au regard des KPI marketing que sont par exemple le CAC, le taux de conversion, etc., j'y ajoute des KPI brand. Pour l'acquisition, tu vois, par exemple, je mets le taux d'activation de l'onboarding. Pour la rétention, dans le marketing, tu as le taux de churn ou des choses comme ça, ou le taux d'engagement produit, j'en sais rien. Et sur la partie brand, eh ben, ça va être le nombre d'UGC qui ont été créés, le volume de feedback que tu récupères de ta communauté. Dans la monétisation, tu rajoutes ton NPS, tu rajoutes le coefficient de viralité, qui est en fait, à mon sens, ok, un KPI marketing, mais qui est aussi ultra brand, parce que la viralité n'existe que si les gens sont fiers de partager la marque dans laquelle ils s'intègrent, etc. L'idée, c'est en ajoutant quelques KPI orientés brand par grande étape du funnel, on se force à avoir des actions optimisées qui restent toujours dans un optique business marketing, mais dans lequel on ajoute un prisme en fait, de se dire ok, je veux par exemple avoir de l'acquisition, mais parce que je regarde aussi le taux d'activation de l'onboarding, et ben ça me force à n'avoir que de l'acquisition qualitative. Parce que le temps que tu réunis pas les deux facteurs, tu peux pas t'auto-satisfaire de ok j'ai un gros volume d'acquisition. Non, c'est ton volume et la qualité de l'onboarding que tu as, le taux. Une fois que les deux sont réunis, bah en fait, tu as réussi à lier ton brand et ton marketing et c'est ultra puissant. Ça reboucle avec ce que tu disais au début de le brand, c'est pas quelque chose qui se fait à un moment donné, mais en fait c'est en continu. Et après j'imagine que c'est selon là où tu veux te focus. Est-ce que c'est t'as plutôt un enjeu d'acquisition ou de monétisation ou autre, bah tu vas plutôt investir sur l'un ou l'autre. J'imagine que tu fais pas tout le temps les trois au maximum.
Non, exactement. En fait, c'est pour ça que je parle de brand to grosse tactique ou to grosse stratégie. En fait, alors je sais pas trop si dans les pays anglo-saxons c'est pareil, mais en tout cas, moi, des échanges que j'ai avec mes pairs en France, que ce soit en B2B, un peu moins en B2C, mais quand même, on a une vision qui est très statique du branding. C'est en mode, on construit quelque chose et limite, on est dans alors, je suis très extrême, mais t'as construit quelque chose et ensuite, hop, tu mets au placard ou dans un tiroir ce que tu viens de faire et ok, une fois de temps en temps, tu te remets la tête dedans, etc. Moi, par rapport aux expériences que j'ai eues, je suis pas du tout sensible à cette manière de faire. Ce que j'essaye plutôt de mettre en avant, c'est qu'en fait, on est en dynamique. En fait, je comprends pas pourquoi on est en dynamique sur le market et sur le business. On dit qu'il faut pivoter, il faut itérer, il faut aller vite, il faut tester, etc. Mais on n'a pas la même approche brand. Vu que les gens, ils ont une vision très design, par exemple, du branding, ils se disent, OK, bah, une fois que j'ai fait quelque chose, ça reste dans le marbre. En fait, non, pas du tout. Tu as des objectifs qui bougent, trimestriels, mensuels, etc., en fonction à combien tu veux te projeter. Et ben, en fait, tu ajoutes tes KPI brand, auquel tu vas avoir des tactiques ou des actions qui sont liées. Tu le fais pendant un temps X, tu poses tes hypothèses, et quand t'es pas satisfait, tu changes. Et au contraire, quand t'es satisfait, tu t'attaques à autre chose. Et c'est en fait la même mécanique, sauf qu'on essaie d'ajouter quelque chose qui est qualitatif. C'est ce qui manque en fait dans le gros, c'est la notion de qualité, qui est ultra présente en branding. Il y a une notion que je trouvais hyper intéressante dans une de tes newsletters, qui est la notion de brand asset. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que je pense que c'est un peu lié à tout ce que tu viens de dire. Alors j'ai essayé de rechercher d'où je tenais ça, parce que c'est pas de moi. J'ai jamais réussi à retrouver, mais le concept en fait il est très lié à ce que je viens de dire et relativement simple. En fait, le brand asset, c'est ce que j'estime être des atouts pour ton business, pour ton entreprise qui sont inamovibles, résilients quand le marché va se complexifier et générateurs de valeur pour la marque et le business. Donc les deux en même temps. Donc en fait, ce brand asset, c'est un sujet sur lequel je me suis pas mal intéressé. En fait, à un moment où j'essayais de donc on sait tous que depuis environ un an et demi, c'est un peu compliqué, le marché il se tend, etc. Donc en fait, j'ai essayé de voir comment on pouvait faire le lien entre la notion de croissance et de rentabilité. On a moins de budget marketing, mais on doit aller chercher des taux de croissance toujours aussi importants ou en tout cas assez exigeants. Et en même temps, on nous demande d'être plus rentable. Et en fait, au fil du temps, de mes rencontres, de mes expériences, etc., je me suis rendu compte qu'on était très obnubilé par la performance de l'acquisition et qui en fait du coup avait un défocus sur d'autres aspects de la croissance qui en fait parfois se trouvent à d'autres étapes du funnel. Et en essayant de prendre un petit peu le sujet dans tous les sens, j'en suis arrivé à la conclusion que les marques qui avaient pour moi les croissances les plus incroyables, ce que j'estime être incroyable, c'est la rapidité et le fait que ce soit sain. Alors sain, ça veut pas dire que c'est ad vitam aeternam, mais que le fait que ça ce soit lié à des choses qui soient durables. Elles ont toutes de base ce que moi j'appelle des assets brand. Et en fait, un asset brand, qu'est-ce que c'est? Plus concrètement, ça peut être le personal branding d'un dirigeant, ça peut être le média d'un SaaS, ça peut être la communauté d'un e-commerce. Et c'est toutes ces petites briques ou ces fonctions marketing, etc., qui font le lien entre ton business et ton market, et mais qui sont à la base intrinsèquement construits via une initiative brand. Et tu vois, genre, quand c'est compliqué, c'est pas parce que tu as moins de budget que ta communauté va pas tourner. Et bah ça, c'est un asset brand. Et ça porte ton business, et c'est ultra important de pouvoir en construire dans le temps, parce que c'est ce qui fait la différence entre des marques vraiment ambitieuses qui veulent générer des choses sur du long terme et même du moyen terme, et des marques qui sont plus un peu moins matures et qui sont plus dans le quick-win. J'ai pas de problème contre ça, c'est important d'en avoir, mais c'est pas structurant. Tu as des exemples d'entreprises justement qui l'ont très bien travaillé? Il y en a deux que j'ai découvert très récemment parce que j'essaie de voir un peu en B2B quelles sont les best practices en communauté les grosses. J'en ai découvert deux. Il y a Abby qui a fait un super travail sur la partie communauté. Et il y a Finari que j'ai rejoint aussi en tant que consommateur pour voir un peu comment ça se passait. Et eux, typiquement, en fait, ils ont eu un très gros travail d'assets. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont intrinsèquement lié leur business au développement d'actions brand et marketing dès le départ. On va faire beaucoup de content, mais ce content, on le fait pour attirer une audience, et cette audience, on veut qu'elle soit près de nous et qu'elle soit porteuse. Et aujourd'hui, malgré que ce soit un petit peu tendu sur le marché, ils continuent à avoir de la croissance. Et en fait, ce qui est bénéfique, c'est pour ça qu'en fait, la notion d'asset, elle est différente de, par exemple, juste, je sais pas, d'un avantage, etc. C'est qu'en fait, l'asset, il est générateur de valeur pour les autres actions que tu vas mettre en place. Par exemple, si on prend l'exemple d'Abi, ils sont construits beaucoup, en tout cas de ce que je ressens de l'extérieur et de ce que je peux voir en tant que client et sur les groupes, etc., via leur communauté. Ils ont lancé ensuite une très grosse stratégie d'influence marketing. L'influence marketing profite énormément parce qu'il y a une très forte communauté à côté. Ils auraient jamais eu, en tout cas pas avec la même vitesse, pas avec les mêmes performances, les mêmes résultats s'ils n'avaient pas eu cette communauté avant. Parce qu'en fait, c'est toujours des 1 plus 1 égale 3. Et en fait, c'est un cercle vertueux.
ça crée des grosses loupes. Et c'est juste que j'ai pas utilisé le terme, mais ça crée des grosses loupes. C'est l'intérêt, en fait, des actions de ce type-là. C'est des choses qui sont plus structurantes. Ça veut pas dire que tu mets 10 ans à avoir des résultats. Ça veut juste dire que dans ta manière de travailler, c'est pas quelque chose de linéaire. Tu essaies de connecter les actions les unes aux autres pour qu'ensuite tu aies des effets composés et que ça t'apporte de la valeur sur l'ensemble de ton produit. Et c'est pour ça que, si je reviens à la question de tout départ, que le branding est au centre de tout. Ça veut pas dire que je pense brand toute la journée. Ça veut dire qu'à chaque fois que je dois faire quelque chose, j'essaie toujours de voir si je peux pas le relier au pilier brand que j'essaie de construire avec la marque que j'accompagne ou que j'essaye de mettre en avant. Ça me fait réfléchir. J'espère que pareil pour les auditeurs. J'espère aussi. Pour résumer, selon toi, les principaux avantages à développer une marque forte? Tu nous as dit beaucoup de choses là pendant ces 30 minutes. S'il fallait résumer, qu'est-ce que tu dirais? Alors si je devais résumer, je te dirais que cultiver ta marque, ça permet de construire des assets inamovibles. J'insiste sur ce terme. Cultiver ta marque va contribuer au bon fonctionnement de toutes tes actions marketing, quelles qu'elles soient, ça aura toujours un bénéfice. Et après, c'est un peu plus d'ordre vision philosophique ou j'en sais rien, mais pour moi, en fait, cultiver ta marque, ça te permet d'aller dans la direction du marketing du bon sens. Donc, c'est-à-dire un marketing qui est plus sain, qui se construit sur du moyen long terme et qui est pensé pour générer une croissance forte et résiliente. C'est un peu high level de dire ça, mais je trouve ça vachement important de se dire que quand tu travailles sur le développement d'une boîte, d'un projet, sur des sujets marketing, etc., je trouve ça hyper intéressant de se dire, OK, qu'est-ce que je dois faire la semaine prochaine? Mais ce que je fais la semaine prochaine, quel impact ça va avoir à, je sais pas, 1 an, 3 ans, 5 ans? Ça veut pas dire que tu vas changer tout ce que tu vas faire, mais à mon sens, il y a que le branding qui te permet de te projeter comme ça. Et on sous-estime l'impact que ça peut avoir sur ta réflexion. Et on sous-estime beaucoup l'impact que ça peut avoir sur les décisions que tu vas prendre et certaines fois des décisions que tu n'aurais pas imaginées au départ. Oui, et par rapport à ce que tu disais aussi au début, je trouve qu'on est très très axé sur le produit parce que finalement c'est ce qui est le plus tangible et c'est ce sur quoi on peut le travailler le plus facilement, de parler de fonctionnalités de produits, d'expliquer comment ça marche, etc. Mais je trouve que de pouvoir prendre du recul et ajouter tout cet aspect branding dont tu parlais, que ce soit la communauté ou autre, ça donne en fait une troisième dimension presque à ton produit et donc ça amène une valeur qui est inestimable et qui est clairement un facteur de différenciation et d'unicité sur ton marché que finalement te permet vraiment de te sortir du moi vs la concurrence, quoi. Ouais, carrément aligné. Et si je peux rebondir sur ça, moi par exemple, il y a un schéma. Alors je fais beaucoup de schémas que je partage à mes clients ou aux gens avec qui je discute. Et il y a un schéma que j'ai fait il y a peut-être 3 4 ans qui résume en fait les 3 facettes d'une love brand. Comment tu construis une marque que les gens aiment, etc. Et en fait, tu as 3 niveaux de valeur derrière une love brand. Alors c'est très stratégique dit comme ça, mais le premier c'est la valeur matérielle, fonctionnelle, donc qui est très très liée à ton produit. Le second, c'est de la valeur émotionnelle. Donc en fait, c'est ta capacité à créer du lien. Ça peut être aussi lié à ton produit, mais c'est ta capacité à créer du lien. Au-delà du produit, au-delà de tout. C'est comment tu le fais. Et le troisième point, c'est la valeur symbolique. En fait, comment tu permets à ton audience, à ton client, etc., de se sentir différent et ou unique ou bien avec ta marque et ton produit. Et en fait, il y a que quand tu travailles ces 3 facettes que tu arrives à cultiver ce qu'on appelle une love brand d'un point de vue market, une marque que les gens aiment, sur lesquelles en fait ils sont attachés et qui permettent ensuite de construire des actions marketing hyper stylées. Et donc voilà, les 3 facettes, c'est un dessin que j'aime bien parce que même si c'est un peu high level, ça donne du cadre et ça permet de se dire ok, mon produit c'est trop bien, ça peut être le cœur de ce que je veux faire, mais il y a d'autres choses, d'autres prismes que je peux ajouter qui font que je passe à un niveau supérieur et que ce que je veux faire, ça sera encore mieux. Et justement, surtout en B2B, j'ai le sentiment, et je pense partager, parce que j'ai lu pas mal de posts sur LinkedIn là-dessus et des articles, qui parlent que le branding, ça a été un asset, si je peux dire ça comme ça, très sous-estimé dans l'univers, surtout du B2B. Et j'ai l'impression que c'est en train de changer, qu'il y a vraiment une envie justement de changement de mindset et d'intégrer cet aspect stratégie de marque dans les marques B2B, parce que finalement, vu que personne le fait, ça devient un facteur différenciant. Comment tu expliques justement ce changement de mindset? Et déjà, est-ce que tu es d'accord avec ce constat-là? Je suis aligné avec ce constat et je l'explique parce qu'en fait les gens ils sont en difficulté et donc en fait quand ça va pas on essaie de trouver de nouvelles solutions. Je suis très heureux d'avoir cette double vision B2C B2B. Donc moi j'ai été biberonné au B2C. C'est un univers dans lequel en fait on se pose pas trop de questions sur la partie brand. Ça veut pas dire qu'on le fait mieux, ça veut dire qu'en fait ils ont accepté, ils ont fait le deuil en B2C de se dire la marque c'est quelque chose qui est hyper important à travailler, qu'on peut mesurer, qu'on peut accompagner, mais jusqu'à un certain point.
et ils sont alignés. Ok, c'est pas grave. On y ajoute d'autres leviers pour les suivre, etc. Et en fait, dans la vision un peu plus traditionnelle du branding, ce qu'on se dit, c'est que le ROI, il est difficile à mesurer. Tu vois, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Et parce qu'en fait, on a pris l'habitude de se dire qu'il faut mesurer la noto, le volume de recherche. Et en fait, tout ça, c'est hyper difficile à traquer et c'est encore plus difficile à monitorer. Donc en fait, ça a une mauvaise pub. Peut-être que c'est aussi les gens qui parlent de ça qui n'ont pas eu une approche suffisamment pédagogique ou adaptée aux enjeux du moment. Et donc, vu que là maintenant c'est tendu pour plein de business, plein de secteurs, etc., on commence à se dire, ah mais en fait lui, il performe bien. Ah mais c'est quoi les critères différenciants? Bah en fait, il a une marque grave stylée, les gens ils adorent ce qu'ils font, il y a une connexion entre son produit et ses clients, il organise des events, donc en fait il y a du lien. D'un point de vue symbolique, les gens sont fiers de dire qu'ils sont clients de telle marque ou qu'ils font partie de tel club, etc. On se dit, ah ouais, non mais en fait peut-être que le branding, en fait c'est un intérêt, c'est pas juste, sans critiquer, mais c'est pas juste un workshop de 5 heures, plateforme, on te dit ce que tu dois écrire, ce que tu dois dessiner et c'est réglé. Et donc du coup, on l'intègre plus facilement et on arrive petit à petit à comprendre que le branding est lié à ce que tu peux faire sur d'autres activités. Et tu vois, par exemple, là maintenant on parle plus trop de d'inbound, etc. On parle de allbound. On remet en avant la culture de la demand gen, le fait d'aller créer de la demande, etc. Ce qui est marrant, c'est que, alors j'ai pas la vision la plus experte sur cette thématique, mais ce que je sais, c'est que aux US, ça fait très longtemps que tout le monde a compris que pour générer de la demande, tu as besoin de travailler ton brand. Et en fait, les deux sont liés. Le brand génère la demande génère du brand, etc., etc. C'est une boucle très simple. C'est une seule step à chaque fois, mais c'est intrinsèquement lié. C'est impossible, à mon sens, d'avoir une stratégie de demand gen sans avoir des actions brand. Et ça veut pas dire faire des spots TV toutes les semaines, etc. Ça veut juste dire travailler ta culture de marque et essayer de l'implémenter un peu partout dans ce que tu fais. Merci beaucoup, Jolan, pour cette masterclass. Avec plaisir. C'était vraiment super, super intéressant. Si ça te va, on passe aux questions de la fin. Ouais, bien sûr. Quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast et pourquoi? Il y a deux personnes, alors qui sont pas forcément liées avec la partie PMM, mais qui m'inspirent et qui m'ont beaucoup inspiré. La première, je suis pas ultra objectif, mais c'est Benjamin Legourd, l'un des fondateurs d'Ateliers Particuliers, et notamment parce qu'en fait, il a une vision qui est ultra intéressante sur le business, le branding et le produit. Et en fait, Atelier Particulier, même si c'est du B2C, il a une culture du produit, une culture de la marque et une culture business qu'il arrive à lier les trois ensemble. Ils ont réussi à faire, quand j'y étais et encore aujourd'hui, des choses qui sont vraiment assez exceptionnelles sur cette partie-là. Et c'est un discours qu'on n'entend pas tout le temps. Donc moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et la deuxième personne, c'est une personne que j'ai rencontrée un peu plus récemment, qui s'appelle Emmanuel Benoliel, qui est l'ancienne CMO d'Aircall et qui est juste un puits de savoir et une masterclass à elle toute seule sur toute la partie marketing tech. C'est assez incroyable en fait tout ce qu'elle sait. La vision qu'elle a du marketing est d'une densité folle et chaque discussion, même les plus courtes, sont ultra intéressantes et ultra deep. Donc je serais très très heureux de l'écouter dans ton podcast. Ah, génial. Bah, moi, très heureuse de pouvoir les interviewer. Je vais te faire les mises en relation. Génial. Quelle ressource ou livre tu recommandes? Eh ben écoute, je pense que je vais te conseiller un bouquin qu'on t'a jamais conseillé. Je suis même pas sûr que c'est pas un bouquin qui est très connu. C'est un livre qui a été rédigé par Bernard Kova, qui est une personne qui fait de la recherche. C'est pas un professionnel et le livre s'appelle La vie sociale des marques. Je l'ai lu en 2016 ou en 2017, je sais plus. C'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, il explique quel est le rôle des marques dans notre société, le fait en fait d'avoir un rôle qui est pas uniquement marchand mais qui a un vrai impact sur la société, sur les liens, etc. Et aujourd'hui encore, tu vois, ça fait du coup 7 ou 8 ans que je l'ai lu. Je pense que 50% des choses que je pense et que j'applique au quotidien avec mes clients sont issues du déclic que j'ai eu en lisant son bouquin. Et du coup, je le recommande fortement. Je vous recommande à toutes et à tous de ne pas lire que des choses du marketing, mais de lire aussi de la recherche marketing. On oublie beaucoup de le faire, mais ça permet de creuser des sujets beaucoup plus vastes, de s'intéresser à plein de thématiques qu'on n'a pas d'un point de vue très business, et ça permet de renforcer ses fondamentaux. C'est bien de construire les fondamentaux de sa marque, mais c'est bien aussi de construire ses propres fondamentaux. Et donc voilà. Et pour finir, où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter? Surtout qu'il me semble que tu as un projet qui va sortir bientôt. Si tu veux nous en dire plus, c'est le moment. Ouais, bien sûr. Bah, alors, je suis quasi essentiellement sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à me contacter. Et à côté, j'ai une newsletter qui s'appelle le SAV des CMO. En fait, ça fait des années que je parle de branding et de communauté, et en fait, je me suis dit que ce serait bien de construire aussi mon espace. En tant que part-time CMO depuis 2 ans, j'ai identifié pas mal de problématiques, que les CMO ont rencontrées par rapport au fait que le métier avait changé et qu'on n'avait pas toutes les ressources à dispo. Et donc moi, en fait, j'ai pour objectif de créer en fait un environnement dédié pour les marketeurs, les CMO et les directeurs marketing, qui aujourd'hui s'exprime via une newsletter, mais qui dans quelques mois va s'étoffer avec une plateforme, une communauté, etc. Et donc toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet, qui ont envie
de co-construire ça et qui ont envie en fait de rejoindre un environnement qui est dédié à leur croissance et à leur épanouissement dans leur métier de CMO, je les invite à me contacter et à me rejoindre parce que ça va sortir dans quelques mois et je pense que ça va être très très cool. Trop bien. Merci encore, Jolane, pour cet échange. Avec plaisir, Carlotta, c'était top. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et je te dis à bientôt. Allez, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci.